Bonjour à tous, voici une contribution sur le thème Comprendre le monde au travers du judo. Je suis Michel Calmet, intervenant en master qualité à la faculté des sciences à l'université d'Aix-Marseille, et à mes côtés se trouve Emanuela Pierantozzi, double médaille olympique, double championne du monde, assistante professeure à l'université de Genova en Italie. Nous aborderons 3 points. 1. La confiance et les randonnées. 2. L'observation et la modélisation des comportements des judokas. 3. Une réflexion appuyée sur des travaux scientifiques sur les katas. La confiance et les randori. D'abord, quelques définitions sur ces deux termes, combattre et randori. La confiance, combattre avec. Le mot combattre signifie se battre avec. Il faut au moins se mettre d'accord sur le règlement, la date, les heures et le lieu. Le combat va se dérouler devant un public, sera arbitré et le résultat sera connu. Nous tenons à faire une différence avec des mots comme bagarre ou fight qui renvoient à ennemi ou malveillance. Apprendre à bien combattre, c'est faire avec. En 1973, dans sa méthode de judo, Gessing souligne la nécessité de la responsabilité de Tori envers Uke. Dans le management de la qualité, on peut se demander qui est le bénéficiaire de l'action. Est-ce Tori qui perfectionne sa projection? Est-ce Uke qui apprend à chuter? Ou est-ce les deux? Dans l'apprentissage d'une contreprise, la responsabilité Tori-Uke est réciproque. Le comportement de Uke est déterminant pour que Tori réussisse. Avec confiance, nous pouvons pratiquer les randori. Stikano précise que le randori se pratique dans les conditions d'un duel réel, sans consigne de l'entraîneur, mais en suivant le principe fondamental de judo. De grands judokas parlent de plaisir à partager, d'un moment pour essayer ce qu'on ne maîtrise pas encore, d'une conversation avec l'autre. L'opposition est organisée comme un moment de progrès et d'évolution dans lequel nous sommes ensemble pour apprendre. Les débutants jouent et si on leur propose des jeux de combat, ils jouent à combattre et pas seulement à gagner. Le combat au pince à linge illustre bien cette notion de jouer à combattre. Les résultats du combat, il faut prendre les pinces à linge à l'autre et discuter de ce qu'on en fait après une saisie, dégage 3 catégories. Les résultats sont arrondis pour bien fixer les ordres de grandeur. 50% des sujets jouent la gagne, mais 30% jouent le risque en raccrochant, une fois prise, la pince à linge sur leur propre maillot et 10% jouent le copain en redonnant la pince à linge. La dévolution du score aux combattants montre que 40% dialoguent et jouent spontanément en faisant randori. Pourquoi ces échanges, dialogue et coopération? Parce que l'on est amené à se retrouver, que l'autre n'est pas un ennemi et que l'on peut envisager des rapports pacifiés avec lui. Ces 3 catégories de comportements, la gagne, le risque, le copain, permettent de construire des situations d'apprentissage. Elles forment un triangle des comportements qui couvrent l'ensemble de l'activité et non une seule partie. Le danger serait de privilégier qu'un seul de ces comportements pour apprendre. À l'entraînement, les athlètes travaillent souvent en connivence pour développer les points forts ou améliorer les points faibles. Notre deuxième partie, observer, analyser et raisonner pour mieux comprendre le judo et mieux comprendre le monde. Le rapport de force typique des arts martiaux peut être institué pour stimuler la possibilité de raisonner. Écrit en 1985 avec les possibilités de l'époque, le jeu informatique Judoka modélise 5 niveaux d'attaque. Enchaînement ou contre-attaque à connaître quand le champion pousse, tire, esquive, bloque ou attaque. On peut obtenir la ceinture noire en réussissant les 5 niveaux en moins de 2 minutes par niveau
et en marquant au moins 44 points. Recompilé par Decemoto, le jeu fonctionne sous Windows 7, 10, 11. La vidéo montre une attaque directe quand le champion tire, puis une autre attaque quand le champion pousse, le diplôme de ceinture jaune du niveau 1, puis dans le niveau 5, 2 contre-attaques. Ici, le champion pousse et la réponse est Araigoshi. En marquant 10 points, on peut obtenir le diplôme de ceinture jaune dans le jeu. Au niveau 5, cette fois, la difficulté est plus grande et il faudra trouver les comportements ou les techniques adaptées quand le champion vous attaque. Ici, le champion attaque par Surikomigoshi et une réponse adaptée est Uranage. Si le champion vous attaque par Uchimata, il y a la possibilité d'esquiver et de répondre par Tayotoshi. Les logiciels d'analyse vidéo permettent des analyses fines des comportements des judokas et de modéliser les systèmes d'attaque qu'ils utilisent en compétition. Ici, le système d'attaque du coréen Kim en 2011 au championnat du monde à Paris. Ce judoka a été efficace dans 4 secteurs: efficiency, attaquer dans toutes les directions, technical skills, avec une fréquence d'attaque remarquable, nombre d'attaques par 20 secondes. Ces logiciels permettent des analyses fines. Ici, la comparaison des phases de Kumikata, accroche-attaque, chez les débutants, confirmés et experts. Les débutants, en bleu, saisissent leur Kumikata, puis se déplacent pour attaquer. À l'opposé, les experts ont des phases de déplacement et d'accrochage à une main plus longue et l'attaque suit quasi immédiatement la saisie à deux mains. Ces analyses doivent être reprises avec les nouveaux règlements depuis 2012. Le logigramme, sa construction, sa lecture, permet la compréhension de systèmes. L'organisation des combattants peut être définie sous forme de logigramme. Après le signal hajime, il peut y avoir saisie, puis déplacement, une attaque réussie, sans avantage, qui amène une fuite au sol, puis une neutralisation, et donc un arrêt du combat. Écrit en 1987, ce logigramme reste toujours fonctionnel. Les pénalités et les avantages ont été simplifiés avec le nouveau règlement en 2012. Lors des championnats d'Europe de 2014, les judokas minimes cadets ont décrit des phases de judo en mettant en suite logique les numéros des nœuds du logigramme. Par exemple, 1, début du combat, 2, déplacement, 4, kumikata, 9, une attaque, 8, c'est une attaque à succès, 12, il y a un score, 19, c'est un ippon, 20, soremade, fin du combat. Cette réflexion logique pose des problèmes à des logiciels de conversation tels que ChatGPT. Les numéros des nœuds ne suivent pas un ordre croissant logique. Il faut donc donner du sens à cette écriture de phase. Patrick Roux, en 2018, nous propose ce type d'analyse et 5 phases dans la genèse du plan de métro. 1. Accroche et installation du kumikata. 2. Préparation de l'attaque. 3. Déclenchement d'action debout. 4. Transition de boussole. 5. Combat au sol. L'aide à l'observation peut se faire avec des systèmes à base de règles. Par exemple, ici, pour le kumikata, après visionnage d'une vidéo, il faut répondre aux questions. Qu'avez-vous observé pour le positionnement du kumikata?
son adaptation aux techniques, les changements de Kumikata, l'utilisation du Kumikata. Chaque réponse renvoie à un graphique et si les réponses sont cohérentes, l'utilisateur accède à des situations pédagogiques, de travail ou d'entraînement. Toujours dans le cadre de la réflexion et des échanges, le combat à mémoire. Cet exercice a précédé le règlement FF Judo des Benjamins de 1991. Pas de saisie aux jambes avec les mains, obligation de rester debout en équilibre lors de la projection. Quand celle-ci est réalisée, le combat, c'est-à-dire faire avec, est interrompu. Celui qui a réussi la projection la refait en respectant le contexte de l'action. Puis, il l'apprend à son partenaire. Il s'agit bien de coopération, dialogue, partage de solutions. Les combattants progressent et évoluent, ils sont ensemble pour apprendre. Phase 1 du combat à mémoire, une projection est réussie, la phase d'opposition est terminée. Phase 2 du combat à mémoire, celui qui a réussi refait la prise réussie, peut donc mémoriser cette réussite grâce à cette phase de coopération. Phase 3 du combat à mémoire, l'autre judoka refait la prise à son tour. Il y a des échanges entre les deux judokas et s'il y a un arbitre, avec l'arbitre. Il y a donc une coopération sur le plan technique et sur le plan social. Il faut maintenant structurer ces réussites par des questions. Quelle est la saisie? Quelle partie du corps a fait barrage? Quelle est la direction de la projection? Comment étaient placés les appuis du projecteur? Ensemble pour apprendre, il n'y a pas de perdant dans ce type de combat. Le combat est passé d'un jeu à somme nulle, plus 1 pour le gagnant, moins 1 pour le perdant, à un jeu à somme positif, plus 1 pour les deux combattants. Toujours pour structurer, on peut s'aider de logigrammes techniques. Une réussite peut être suivie avec la suite de chiffres. 1, direction en avant. 2, Tori est décalé par rapport à Uke. 3, Tori reste face à Uke. 4, Tori est sur un appui. 5, cet appui est en dehors des lignes. 6, Tori a réussi, Sasei Tsuri Kumihashi. Modéliser l'activité pédagogique avec le triangle des 3 P. Ce triangle est composé de 3 pôles, problématique, processus, procédé. La problématique du judo est de projeter l'autre sans être projeté. La finale des plus de 100 kg des derniers championnats du monde en 2023 est un exemple. Dans le combat à mémoire, une action est réussie. C'est une preuve empirique. Un processus réalisé. La description de ce processus, ici, si mon partenaire me pousse et je le fixe en déséquilibre avant, alors je peux faire demi-tour devant lui et le coller contre moi et le projeter en avant. La description de ce processus permet donc sa généralisation et son abstraction. Le processus a été converti en procédé. Ce dernier est généralisable et vérifie la problématique. Le judo et les sports de combat peuvent être décrits comme des systèmes complexes. La roue de Deming, connue dans le management de la qualité, peut être utilisée. Plan, P ou planifier, c'est décider des processus à mobiliser. D'où, D, faire, c'est mettre en œuvre ces processus. Check, c'est ou analyser, c'est contrôler le déroulement de ces processus. A, acte ou ajuster, remédier, c'est redéfinir les processus à mobiliser. Nous arrivons à notre troisième partie, les katas. Jigoro Kano nous explique que les katas sont des systèmes formels d'exercice combinés d'avance. On peut faire la comparaison avec le terme randori, qui signifie exercice libre, mais qui se pratique dans des conditions d'un duel réel. Si kata signifie
la forme sortie du moule, comme nous le dit Yves Cadeau, on peut comprendre que cette forme peut être polie, ajustée, poncée. En quelque sorte, cette forme peut être retravaillée. La compréhension du concept des katas doit précéder l'apprentissage des katas. Cette compréhension peut se faire en s'appuyant sur sa propre expression du judo. Quelques points de vue de grands champions sur les katas. Gessing propose en 1973 deux catégories de katas. D'une part, les katas anciens qui symbolisent la tradition et l'histoire du judo. Ces katas doivent rester immuables. D'autre part, les katas de randori qui, eux, doivent se transformer et suivre l'évolution du judo. Gessing précise de plus que l'enseignement des katas doit être adapté aux tailles, aux morphologies et aux personnalités des judokas. Pour Emanuela Pirantozzi, l'étude des katas, avec des séquences stéréotypées, à la recherche de la perfection, avec un rythme et une vitesse d'exécution différents de ceux de la compétition, peut donc apparaître comme totalement inutile. Yamashita propose, lui, un autre point de vue. Lorsque mes techniques ne fonctionnent pas précisément, je retourne toujours à la pratique du kata pour améliorer mon randori. Le kata est devenu parfois la corvée, voire l'obstacle incontournable pour passer la ceinture noire et les grades au-dessus. Cette phrase est tirée du bulletin d'information de la Commission nationale des ceintures noires, bulletin numéro 5 de 2010. La commission de rédaction était composée de 6 membres au 6e dan, dont 4 professeurs de l'éducation nationale et 2 membres 5e dan. Quand ils sont ceinture verte, les judokas débutants savent riposter après avoir esquivé et savent contrer les attaques de Uke. Ces actions ont un sens fort pour eux car ils les pratiquent lors des randori. Pour les préparer aux épreuves formelles du kata, les judokas peuvent construire eux-mêmes et présenter en duo un travail technique comprenant des attaques et des contre-attaques. Il existe une antériorité de la culture et des savoirs sur les sujets qui viennent au monde, nous dit Philippe Mérieux. L'objectif est bien que chaque judoka s'approprie la culture et les savoirs du judo et qu'il puisse ensuite faire de même tout au long de sa vie. 38 étudiants en 3e année de sciences et techniques du sport et des activités sportives, STAPS, âgés de 22 ans et pratiquant le judo 4 heures par semaine au minimum, ont préparé pendant 4 heures de cours des contre-attaques. Ils connaissaient les programmes de la Fédération française de judo, ceinture jaune-orange à orange et ceinture orange-verte à verte, et savent exécuter des contre-attaques après blocage ou esquive ou bien dans l'attaque de l'autre combattant. Il devait réaliser tout ou partie de 3 attaques différentes et 3 contre-attaques différentes, 3 attaques différentes et 1 contre-attaque identique, 3 attaques identiques et 3 contre-attaques différentes. Les résultats de ce travail: 81,9% des attaques et 20,3% des contre-attaques correspondaient à celles du Gonosen no kata. 44,4% des contre-attaques ont été effectuées après blocage, 36,4% des contre-attaques ont été effectuées après esquive, 17,8% des contre-attaques ont été effectuées dans l'attaque. Il n'y avait pas de différence significative entre les femmes et les hommes pour les contre-attaques dans l'attaque ou pour les contre-attaques après esquive. Par contre, les hommes utilisent plus les blocages que les femmes pour contre-attaquer. Il n'y avait pas de différence significative sur les catégories de techniques de contre-attaque utilisées, que ce soit sur un appui ou sur 2 appuis, en soulevant ou sans soulever. Alors que ces étudiants ne connaissaient pas le Gonosen no kata, leurs réponses construites et travaillées sont encourageantes. Le taux de correspondance avec le Gonosen no kata permet de dire que les étudiants ont compris le travail demandé ainsi que le concept de ce kata. Cela a été un réel challenge pour eux car ils ne voulaient pas montrer aux autres ou se rendre compte personnellement qu'ils avaient des manques techniques. L'apprentissage de kata tels que le katame no kata,
Le kimono-kata ou le go-shinjitsu pourrait se faire aussi de cette façon. Cette piste de travail intéresse aussi la Fédération française de judo, qui a proposé en 2019 à ses cadres techniques une approche et une utilisation du Gonosen no Kata pour varier et améliorer, tant sur le plan sportif que culturel, les exercices d'échauffement pour les sections Pôle Espoir. À suivre, un nouveau kata, le Kodomo no Kata. Ce fait est rare et ce kata s'adresse aux enfants. Ce kata amène le jeune judoka à formaliser son système d'attaque-défense debout et son système d'attaque-défense au sol. Deviendra-t-il un kata d'expression formelle ou un kata d'expression personnelle? Merci pour votre attention. Voilà, je redonne la parole à Yves. Merci beaucoup pour cette présentation. Oui, merci pour cette présentation. Donc, je propose que nous passions aux questions. Alors, s'il n'y a pas de questions immédiatement, moi, je voudrais revenir sur un point, enfin sur 2 points. D'abord, ce qui m'a particulièrement intéressé, c'est le rapport donc au jeu. C'est-à-dire qu'effectivement, qu'est-ce qu'on joue quand on joue, d'une certaine manière? Quel est l'enjeu dans ce jeu? Et le fait que vous rameniez finalement le randori à une résolution de problème, puisque là, à partir du moment où on considère effectivement qu'on est dans une résolution de problème, à ce moment-là, l'adaptation hors du jeu du randori devient possible, en fait. Donc, est-ce que vous pouvez développer un petit peu ces aspects-là, le temps que les autres participants puissent peaufiner leurs questions? Bien. Merci pour la question, Yves. En fait, ce qui est la base de notre réflexion, c'est que le judo doit nous amener à être des citoyens éclairés, comprenant ce qui se passe dans la vie en société. Et Kano le dit assez bien dans sa conférence en 1932 à Los Angeles. Il dit bien que le judo lui a permis de comprendre certaines choses. Il précise aussi que ce n'est pas que le judo qui pourrait permettre de comprendre certaines choses dans le monde. Alors, effectivement, le randori, c'est une résolution de problème. L'expérience que j'ai sur les tapis d'entraînement montre que même lors des entraînements de l'équipe de France, il y a un choix de partenaire particulier à certains moments parce que l'opposant que je choisis est un opposant qui combat comme le compétiteur que je vais rencontrer en compétition. Et je dois apprendre à résoudre les problèmes que me pose ce compétiteur et donc je choisis ce partenaire à l'entraînement. Ça veut dire que je combats bien avec et que je choisis un moment particulier pour trouver des solutions à un problème donné. Alors pédagogiquement, ça s'est transformé en combat à mémoire, c'est-à-dire pour permettre aux débutants de comprendre ce qui se passait dans le combat. Quand une projection est réussie, on interrompt le combat et on propose aux deux combattants de échanger, de comprendre ce qui s'est passé de façon à trouver la solution, échanger cette solution, fixer cette solution qui était la solution au problème posé, comment faire tomber l'autre. Voilà. Alors Emmanuela, je pense que tu dois pouvoir nous donner des réponses en compétition, résolution de problème, comment tu t'organises pour gagner alors que le match est difficile. Oui, bonjour à tous. Mon français n'est pas trop bien entraîné. J'ai mélangé.
Et la question est, oui, les randonnées, c'est à mémoire, c'est un exercice incroyable parce que c'est quelque chose qui passe dans l'équipe nationale. Et nous faisons ça pour entraîner notre système d'attaque. Et je pense que ça exercice, c'est parfait pour chaque situation dans chaque dojo, in every judo club. Parce que c'est une situation très prête à la compétition. Mais dans les compétitions, c'est la guerre, n'est pas la collaboration. Et dans les randonnées, c'est la transformation de la combat in quelque chose que l'étude. Et c'est les combats mémoire, c'est la connexion de la quelque part dans la compétition et que l'utilisation de la situation pour ensemble les partenaires trouver la solution. Ça, parfait. Je pense que c'est pour mon vision de le judo, ça c'est vraiment un exercice pédagogique fantastique. Fantastique. Et je ne sais pas s'il y avait réponse bien. Merci Manuela, c'est fou, les Italiens, vous arrivez même à faire chanter le français, c'est bien, c'est extraordinaire. Rémi, tu voulais poser une question? Oui, c'était plutôt une remarque pour remercier Emmanuel et Michel de faire du judo un art de coopération en insistant sur le fait que le combat, ça devient se battre avec pour vaincre ensemble. Et alors, je voudrais peut-être qu'ils explicitent un petit peu cette vision des choses qui est à l'opposé d'une vision destructrice qu'on pourrait avoir de certains arts martiaux. Encore merci. Non. Je peux donner un exemple qui m'avait vraiment sensibilisé. On était sur un tapis d'entraînement lors d'une formation de jury kata et nous avions comme formateur Jacques Lebert. Donc Jacques Lebert, ancien grand compétiteur, champion d'Europe, champion de France, dans sa catégorie et toute catégorie, ce qui n'est pas tout à fait rien. Et il nous expliquait que lors des compétitions, celui qui monte sur le tapis en face de vous, il ne vient pas pour mourir. Il ne vient pas faire la guerre, il vient pour combattre. Et ça avait été, Rémi, un des déclencheurs pour moi de comprendre ce que signifiait le combat, c'est-à-dire se battre avec l'autre en respectant un règlement. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'au niveau de l'idée que nous avait proposée Yves Cadeau dans une des revues L'Esprit du Judo, merci pour la pub pour eux, c'était un article sur comprendre le monde. Et je trouve que cette réflexion est intéressante parce que c'est vrai que l'expérience que j'ai en formation des professeurs d'éducation physique est assez particulière parce que quand j'interroge mes collègues en éducation physique, pour eux, ce qui est essentiel, c'est de comprendre qu'il y a un combat, qu'il va y avoir un résultat et que les enfants doivent apprendre à se situer dans la hiérarchie de la classe. Des fois, je gagne, des fois, je perds, il y a des plus forts que moi, il y a des plus faibles. Et le combat m'aide à me situer dans cette hiérarchie-là. Alors que, pour moi, ce qui est intéressant, et avec Emmanuela, on discute beaucoup là-dessus, ce qui est important, c'est qu'à la fin du combat, il y ait une progression de tous les deux. Et cette progression de tous les deux est très importante, notamment pour les élèves qui sont en éducation physique en classe, parce qu'on a en cours d'éducation physique tous les élèves, on n'a pas que les élèves du club. Et donc,
leur faire comprendre que le combat, c'est un moyen pour trouver des solutions, pour échanger, pour partager, c'est quelque chose qui me semble primordial et qui nous ramène à un des principes de Jigoro Kano, c'est-à-dire entraide et prospérité mutuelle. Ouais. Rémi, tu voulais rebondir? Oui, parce en vous entendant, en t'entendant Michel, moi qui travaille sur la question du mimétisme, donc de l'imitation, est-ce qu'on peut dire que par les exercices que vous proposez, on passe d'un mimétisme de compétition et d'appropriation à un mimétisme de coopération? Est-ce qu'il y a la notion de mimétisme dedans ou est-ce que cette notion vous paraît déplacée? Alors, j'ai plusieurs expériences là-dessus. J'ai une première réponse, c'est un petit élève qui doit avoir une dizaine d'années, qui est ceinture jaune, qui revient le mercredi me voir sur le tapis et qui m'explique ce qu'il a vu à la télévision lors d'un tournoi de Paris, donc grande compétition. Il a vu un judoka faire ça. Il attrape son partenaire, ils se mettent d'accord, et il me refait ce qu'il a vu, lui, au niveau de la télévision. Donc, je suis assez étonné parce que il n'a pas eu de partenaire au niveau du judo pour s'entraîner. Il me propose quelque chose et il me montre une réussite au niveau gestuel qui est assez intéressante. Et donc, je me pose des questions, comment il a fait pour apprendre? Et en fait, on a eu l'explication un petit peu plus tard avec, par exemple, les neurones miroirs. Les neurones miroirs, pardon. Et donc, il a vu quelque chose, il l'a intégré, lui, physiquement, il a été capable de le refaire. Mais il a été capable de le refaire parce que il a pu choisir un partenaire, se mettre d'accord avec lui et donc organiser un moment de coopération pour refaire ce qu'il avait vu au niveau de la télévision. Après, sur les tapis d'entraînement, Emmanuela, je pense que tu vas être d'accord là-dessus, le nombre de fois où il y a quelqu'un qui a fait quelque chose et j'ai besoin d'une explication et je me mets d'accord avec mon partenaire sur les tapis d'entraînement des équipes nationales. Et je me mets d'accord avec lui pour que j'arrive à comprendre ce que j'ai vu ou ce qu'il a fait pour que je puisse, moi, progresser et lui, en m'expliquant, à la fin, les deux auront progressé. Et ça, sur le tapis, c'est des exemples. Je ne dis pas que c'est sans arrêt comme ça, mais c'est des moments particuliers dans lesquels il y a formation des deux judokas. Oui, c'est ça. Philippe? Oui, bonjour. Merci pour la présentation très intéressante. J'ai une question sur les statistiques. Oui. Un sujet que vous traitez dans votre présentation. Bon, c'est un sujet qui diffuse dans tous les sports depuis quelques années. J'ai en tête ce fameux film que vous avez peut-être tous vu, Le Stratège, je crois que c'était Brad Pitt, qui parle de l'introduction des stats dans le baseball. Le judo, à ma connaissance, commence aussi à être impacté par ce phénomène. Comme il y a beaucoup de pédagogues autour de la table, je voulais savoir si ce phénomène de statistique peut être intéressant en matière de pédagogie dans la pratique au quotidien, avec les enfants notamment, mais pas que, au-delà de l'utilisation, bien sûr, en compétition qui est inévitable. Hein. On voit arriver les stats partout. Le judo, je crois, commence à en faire. J'ai cru comprendre que les équipes japonaises, quand elles débarquent maintenant dans les compétitions internationales, arrivent avec beaucoup d'observateurs et de technologies pour ensuite analyser les combats sous forme de stats. Voilà, je serais intéressé par avoir votre opinion sur le sujet. Un des premiers judokas qui m'avait sensibilisé sur ce plan-là, c'était Jean-Luc Rouget, toujours sur un tapis d'entraînement, de regroupement de judokas. Jean-Luc Rouget nous expliquait que lorsqu'il était en compétition, il avait vu les Allemands de l'Est arriver sur le tapis avec des connaissances sur ce qu'ils faisaient et ils étaient préparés à combattre contre lui parce qu'ils avaient analysé, ils avaient vu tout un tas de vidéos.
Alors, ça nous ramène quand même dans les années, puisqu'il a été champion du monde en 75, ça nous ramène avant 75. Et donc, en fait, ce qui m'intéresse dans les statistiques, c'est pas le fait de dire, voilà, on a fait des analyses statistiques, donc on a raison. Si tu as vu la présentation, à un moment donné, on modélise le comportement des judokas entre débutants, débrouillés et confirmés au niveau de la phase saisir le kumikata et attaquer. Et là où les statistiques m'intéressent, c'est qu'elles me permettent de modéliser quelque chose, c'est-à-dire d'appuyer le discours des entraîneurs particuliers. Et on entend les entraîneurs, poste à main, poste à deuxième main, on les entendait il y a quelques années, on les entend un peu moins en ce moment sur ça, mais poste et main pour attaquer. Et donc, le fait de proposer ce schéma aux futurs professeurs de judo ou aux professeurs de judo permet de leur montrer qu'il y a 3 types de comportements et que le judoka qui débute, il attrape et il se déplace après. Et maintenant qu'on a cette image-là, ce qu'on demande à ce professeur de judo, c'est quelle est la situation pédagogique qu'il va mettre en place pour faire progresser ce judoka-là. Parce que si ce judoka-là veut devenir compétiteur, il va falloir qu'il change d'organisation et qu'il passe vers le modèle représenté par la ligne blanche. Et donc, les statistiques m'intéressent par rapport à ça. Dans le deuxième schéma, au niveau de l'analyse du combattant coréen Kim, on a 3 blocs. Le premier bloc, c'est les 4 secteurs dans lesquels il marque, il performe au niveau des actions. Et on voit que le fait qu'il puisse attaquer et marquer dans 4 directions, ça signifie qu'il est capable de créer de l'incertitude chez l'autre combattant. Et l'autre combattant, au niveau de la saisie, parce qu'il y a ce jeu de poignet au niveau du kumikata, l'autre combattant ne sait pas très bien dans quelle attaque, dans quelle direction ça va partir. Et donc, il est en situation d'incertitude. Et Kim montre bien ce type d'organisation. Et là encore, au niveau de l'enseignement des techniques de judo, il ne s'agit pas, on l'a montré dans la communication, il ne s'agit pas de mémoriser un ensemble de techniques. Le Vanier le disait bien, on était bon judoka parce qu'on avait beaucoup de techniques à notre catalogue. Ce n'est pas ça le bon judoka. Le bon judoka en compétition, c'est celui qui est capable d'attaquer dans différentes directions et de créer de l'incertitude chez l'autre. Et donc, l'enseignement des techniques va être organisé par un kumikata et la création de ces déséquilibres et fausses informations pour qu'on profite de la position de l'autre. Alors, si tu te rappelles de ce schéma-là, complètement à droite, il y avait le nombre d'attaques par 20 secondes du judoka. Quand tu vois ce qu'est capable de faire ce gars-là, c'est incroyable au niveau de la condition physique. C'est-à-dire, il attaque dans toutes les directions et il est capable de te mettre une attaque toutes les 20 secondes. C'est une mitraillette. Donc, en compétition, pour arriver à combattre contre lui réellement, ça doit être très, très, très difficile. Alors, par contre, quand tu regardes le nombre d'attaques 20 secondes qu'il fait, ça veut dire que toi, tu peux préparer des plans d'entraînement sur le plan physiologique cette fois. Et donc, le fait de modéliser l'activité du combattant, ça va nous donner des informations pour comprendre que l'entraînement, ça doit être quelque chose de bien préparé, bien calculé, en fonction des athlètes et en fonction du moment de compétition. Merci. Alors, j'ai une dernière question pour Emanuela avant de passer à la suite. J'ai été très intéressé par la citation qu'il y a dans votre vidéo où tu expliques que tu ne voulais pas entendre parler du kata quand tu étais compétitrice, que même ça risquait de te détourner finalement de ton objectif d'efficacité. Je voudrais savoir si maintenant tu as un regard différent, c'est-à-dire est-ce que tu tiendrais le même discours
auprès des gens qui sont en équipe nationale. Est-ce que pour toi, aujourd'hui, tu as découvert quelque chose dans le kata que tu n'avais pas perçu à ce moment-là et qu'aujourd'hui, en tant qu'enseignante ou en tant que judoka, non plus compétitrice, c'est quelque chose qui t'apporte quelque chose? Ou est-ce que tu continues à penser que le kata, c'est un archaïsme et que le judo n'en a pas besoin? J'avais fait le judo parce que j'avais aimé le sport. Et aujourd'hui, je suis changée. Ouais. J'avais fait un peu de kata, un peu. Je pense le judo compétitif. I don't know if I can speak in English because I'm not. I think if you want to be a competitor in judo, in sport judo, you need to train with scientific methodology. And kata is very useful for culture. And it depends about your teacher. If your coach is a skilled coach, she can integrate your training with kata. But kata for a sport competitor, judo athlete who can try to win combat is a general part of the exercise. You can translate? Donc, Emmanuela nous dit que par rapport donc, à la compétition, le kata, c'est quelque chose, c'est quelque chose qui est plutôt du côté culturel et que pour la compétition, il vaut mieux avoir des méthodes scientifiques de travail. Et le kata peut entrer dans la préparation du compétiteur en fonction du professeur. Si le professeur est doué, s'il est talentueux, il peut intégrer le kata dans la préparation du judoka de compétition, mais comme une part générale du travail. Yves, est-ce que j'ai encore quelques secondes pour rebondir sur ce dernier point? Oui, on va les prendre. Donc, je vous engage à taper dans un moteur de recherche IGF et technique. Vous devriez arriver sur une page dans laquelle il y a une classification des techniques. Alors, c'est la classification traditionnelle du judo, c'est-à-dire Tewaza, Shiwaza, Koshiwaza, Masotemi-waza, Sotemi-waza, donc ça, pas de problème. Et puis, si vous demandez des détails, vous allez avoir les exécutions de techniques. Et ce que je trouve très, très intéressant dans la discussion et comme réponse à Yves, c'est que si vous tapez sur Seoi Nage, vous allez avoir Ippon Seoi Nage, qui est exécuté par un judoka 6e dan, au moins, puisqu'il a une ceinture rouge et blanche, et il vous fait Ippon Seoi Nage comme s'il était ceinture orange. C'est-à-dire, il attrape avec la main gauche, il attrape en bout de manche, et il place son bras sous l'aisselle, et il fait Ippon Seoi Nage. Il reste debout, en équilibre, l'autre chute très bien, et ce n'est pas le Ippon Seoi Nage du kata, mais presque le Ippon Seoi Nage du kata. Et la Fédé vous propose, si vous déroulez la feuille vers le bas, elle vous propose des exemples de réalisation par les compétiteurs. Et là où ça devient assez extraordinaire, c'est que tous les compétiteurs qui font Seoi Nage ne font pas ce qui est montré dans la technique fondamentale. Ils font complètement autre chose. Il n'y en a aucun qui tient le judogi en bout de manche. Ils sont tous en saisie au revers ou ils sont tous en saisie au niveau de l'épaule. Il n'y en a pratiquement aucun qui reste debout après la projection. C'est que des makikomi, c'est que des roulés, c'est que des renversés. Et donc, on a quelque chose qui est un petit peu la réflexion que proposait Yves. Qu'est-ce que le kata? C'est ce mouvement fondamental, mais en fait, quand je le fais en compétition, je fais complètement autre chose. Et donc, il faut que j'arrive à trouver quelle est la part des choses entre ce que je dois faire en compétition, ce que je dois faire en kata. Alors, un des points de réflexion qu'on a avec Emmanuela, c'est quand Emmanuela me demande qu'est-ce que je pense des katas, je dis pour moi, les katas, c'est pas vraiment un problème, quoi. En compétition, j'arrive à faire tomber quelqu'un qui ne veut pas,
Alors, quand je suis en train de travailler les katas en exercice, lui, il est d'accord pour que je le fasse tomber, et moi, j'ai à réciter un certain type de catalogue. Donc, je trouve que dans l'ensemble, les katas, d'un point de vue moteur, c'est pas difficile. Non. Par contre, d'un point de vue représentation, qu'est-ce qu'on a comme expression? Les katas sont d'un ennuyeux, comme si on regardait de la peinture séchée. Bon, voilà, donc il faut arriver à faire avec. Ouais. Michel, la référence que tu viens de donner, tu peux la mettre en discussion. La référence que tu viens de donner, tu peux la mettre en discussion collective. D'accord, oui, c'est Ozugi qui nous dit ça, un japonais, 6e dan aux USA. Ouais, Non. ben, tu l'écriras. Je crois qu'elle est dans la communication. Ah, très bien. Euh, Yves, je voudrais profiter une dernière seconde encore, et c'est un message que j'adresse à Christian, que je ne vois plus au niveau des vignettes. Vous avez actuellement des outils, Google vous permet de faire ça. Si vous utilisez le traducteur de Google, donc Translate Google, vous arrivez sur la page et maintenant, vous avez sur la page la possibilité de traduire des documents en entier. C'est-à-dire que le PowerPoint que j'ai réalisé avec Emmanuela écrit en français, je prends ce PowerPoint, je le pose sur la page de Google et il ressort avec 99% de la mise en page en anglais. Mais il ressort en croate, il ressort en italien. Et donc, j'ai la possibilité d'avoir mon PowerPoint quasi transformé et je n'ai que des corrections à faire. Si vous mettez des commentaires dans chacune des diapositives, les commentaires seront traduits aussi. Alors, c'est le traducteur de Google, donc ça veut dire qu'il va falloir revenir dessus pour vérifier la qualité de la traduction, mais vous obtenez votre PowerPoint dans une autre langue. Et ça nous facilite beaucoup la communication. D'accord, merci. Je propose que nous passions à la suite. J'avais encore des éléments là-dessus, mais peut-être que j'aurai l'occasion de revenir, de vous poser des questions. Mais enfin, je dis quand même, parce que je pense que ça intéresse également les sciences de l'éducation de façon plus générale, c'est le problème de la transposition entre l'exercice et la réalité. Je pense qu'on a tous que ce soit en tant qu'enseignant, puisqu'on est nombreux à être enseignants, soit à l'université, soit ailleurs, et enseignants dans les dojos. Moi, quand je regarde, mais par exemple dans un dojo, les étudiants, enfin les élèves, enfin les pratiquants, je vais y arriver, les pratiquants qui font Uchikomi et qu'après je les regarde faire en randori, je ne vois pas le rapport entre ce qu'ils viennent de travailler pendant un quart d'heure et ce qu'ils font ensuite en randori. Et donc on ne parle même pas du kata là. Hein. Donc, ils sont censés travailler leur spécial, et pourtant, ce n'est pas la même chose. Donc, la transposition entre la théorie, entre l'exercice basé sur la théorie, l'exercice pratique basé sur la théorie et la partie vraiment de liberté, les transpositions me semblent quelque chose à questionner de façon générale.